Bonjour à toutes et à tous. On est en direct. On est parti pour ce webinaire dans le cadre des 24 heures RH proposées par Parlons RH. Et ce webinaire vous est proposé par Job Teaser, donc leader européen du recrutement et de l'orientation des jeunes talents. Aujourd'hui, on va parler du sujet des soft skills dans le cadre de ces 24 heures Parlons RH. Mais on va surtout s'intéresser de ce qu'il est nécessaire de prendre en compte pour pouvoir passer à l'échelle le développement des soft skills. Parce qu'on le voit aujourd'hui, on a un marché qui est extrêmement riche, notamment en France, sur ce sujet de l'approche des soft skills. On a énormément de coachs, on a de plus en plus de solutions logicielles qui s'y intéressent. Et le problème un peu qu'on trouve avec cette approche, c'est que finalement, vu qu'on n'a pas de vérité absolue, c'est un sujet qui est extrêmement mouvant, il y a pas de grandes normes ou quoi que ce soit, bah, chacun s'adapte, s'approprie sa propre compréhension du sujet, et ça peut parfois créer sur le marché une forme de dissonance où on comprend plus très bien ce que sont vraiment les soft skills, ce qu'elles englobent et comment on peut les développer. Donc aujourd'hui, c'est un peu là-dessus qu'on va aller s'intéresser. Tout ce qu'on va se dire se trouve dans le cadre notamment de la sortie de notre nouvel ouvrage qui s'appelle Le défi des soft skills, que vous pourrez trouver notamment à l'achat sur Amazon dès le 29 juin, mais qui est déjà disponible en précommande. Je vous mets ici en écran la couverture de l'ouvrage. C'est un ouvrage qu'on a écrit avec plusieurs experts. Donc, Michel Barabel, qui est un expert en gestion, Todd Lubart, qui est un professeur de psychologie de Paris Descartes, l'ancien patron du laboratoire de recherche travail, adaptation, travail individu, qui est un expert mondial en créativité notamment, soft skill importante, et Olivier Meyer, qui est également un expert en gestion extrêmement porté sur les pratiques managériales. Donc aujourd'hui, quand on parle de soft skills, déjà, c'est important de replacer un peu les choses dans leur contexte. On entend beaucoup parler des soft skills avec la notion d'intelligence émotionnelle, de savoir-être, de comportement. Et en fait, tout ça, c'est en partie vrai, mais il faut dépasser un petit peu les grandes ornières démagogiques de ce qui a pu se créer ces 30 dernières années. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il faut comprendre l'émergence dans notre société du concept de soft skills. Bon, je ne reviens pas sur le fait que le terme soft skills a été créé à l'origine dans les années, entre les années 50 et les années 70. Le terme a vraiment émergé dans le cadre d'un forum de l'armée américaine, où l'objectif c'était de comprendre en fait comment est-ce qu'on pouvait être aussi performant dans l'interaction homme-homme qu'on l'était dans l'interaction homme-machine. C'est-à-dire que quand on avait une interaction avec une machine, les commandes étaient assez claires. Mais chaque fois que ça se passait pas avec une machine, tout ce qui se passait avec des humains, on se rendait compte que ça pouvait être plus compliqué à gérer. C'était un peu impalpable, compliqué de comprendre les conditions qui faisaient qu'on était capable de s'adapter à toute situation, que ce soit personnellement ou collectivement. Et donc, ça a amené le sujet de soft skills, des compétences un peu impalpables, un peu molles, mais dans un contexte de guerre froide, où ce qui était important, c'était d'assurer la reproductibilité de la performance et de l'adaptabilité chez les soldats. Donc, dans un contexte donc extrêmement militaire, de performance nécessaire. Et petit à petit, le concept a évolué, a un peu disparu des écrans. Et dans les années 90, alors que dans notre société, on était à l'époque dans une société très portée sur le QI pour parler de performance. C'était un peu le Graal entre les années 50 et les années 80. Le QI a fait beaucoup de dégâts par son inefficacité, mais aussi par la notoriété complètement déconnante que le sujet a acquis. On pourra reparler de comment c'est arrivé. C'est encore une fois l'histoire de notre civilisation, hein. C'est la Première Guerre mondiale qui a permis de populariser le concept même de QI par un énorme biais scientifique. Mais petit à petit, voilà, c'est ce qui s'est passé. Et dans les années 90, il y a plusieurs travaux, dont ceux de Goldman, qui était probablement le meilleur communicant de la bande, qui ont permis de créer le concept d'intelligence émotionnelle. Donc, comment est-ce qu'il est possible de bien gérer ses émotions, gérer celles des autres, les comprendre, les capter. Et donc, tous ces concepts-là ont donné la notion d'intelligence émotionnelle et de quotient émotionnel à une époque où les entreprises, les gens avaient besoin de beaucoup de repères. Et finalement, ce concept d'intelligence émotionnelle a été construit en opposition
par rapport à l'intelligence rationnelle. Et ça a fait pas mal de dégâts parce que ça d'une part, ça a apporté beaucoup d'espoir sur le fait qu'il s'agissait pas d'avoir, simplement une intelligence froide et rationnelle pour être performant. Il fallait beaucoup plus que ça et les émotions, étaient une part importante. Mais ça a quand même, créé pas mal de biais parce que c'est devenu un sujet profondément démago, le sujet de l'intelligence émotionnelle et c'est devenu surtout un truc fourre-tout où, dès qu'on voit quelque chose qui touche l'adaptabilité, on va parler d'intelligence émotionnelle. Alors qu'on va le voir, le cerveau, c'est un petit peu plus complexe que ça. C'est un petit peu plus complexe que juste la notion, émotionnelle et surtout dans les soft skills, on n'a pas seulement la notion des interactions et de la qualité des interactions. Les soft skills, c'est avant tout notre capacité, à nous adapter, donc dans notre manière de réfléchir et d'interagir. Si on a besoin de soft skills, c'est parce que notre environnement évolue et qu'on a besoin de répondre de manière adaptée à ces évolutions. Donc on c'est-à-dire que parfois, ça va être trouver une réponse, à un problème. On va parler par exemple, de créativité. On reviendra un peu sur les termes qui constituent les différentes, soft skills. Mais ce qu'il faut comprendre en tout cas, c'est que la notion d'interaction humaine n'est pas, ce qui permet de définir les soft skills. C'est pour ça souvent, on essaye de traduire en français les soft skills par, compétences, humaines ou, intelligence émotionnelle ou tout ça, c'est extrêmement partiel et on va le voir un petit peu là, on va essayer de passer en revue, les 10 grandes idées reçues des soft skills. Pourquoi est-ce que je pose tout ce cadre? C'est parce qu'on ne peut pas développer à l'échelle un concept qu'on ne maîtrise pas bien et sur lequel on n'a pas un langage commun. Donc le principe de soft skills pour pouvoir se dire: «OK, je veux le faire sur des milliers, des millions de personnes», il faut être extrêmement clair sur ce que c'est, sur ce que c'est pas, et donc bien définir les limites du concept. Donc une première idée, par exemple, c'est ce qu'on vient de dire, c'est les soft skills sont uniquement les compétences du savoir-être. Donc non, c'est pas seulement le cas parce que dans les soft skills, on a le savoir agir, le savoir réfléchir, le savoir apprendre. Il y a énormément d'autres choses qui sont liées à la capacité de, savoir faire ou de faire savoir, et donc ce n'est pas juste le savoir-être, c'est réduire les soft skills peut-être à 10 de leur sujet. Surtout, et c'est ce qu'on va voir après, c'est ne pas placer les soft skills au bon niveau logique. Donc oui, Leïla, il n'y a pas de support de présentation, c'est normal. J'imagine que c'est la première fois que vous participez à l'une de mes interventions. Je n'ai pas de support de présentation. En revanche, donc il y aura vous pourrez, avoir, l'ouvrage, à la fin et surtout, il y a énormément de ressources que je publie en ligne qui sont accessibles complètement, gratuitement et qui reprennent tout ce que je dis. Donc je vous donnerai quelques billes à la fin. Donc sur le là, en fait, l'intérêt pour moi, c'est surtout que vous puissiez comprendre le fond de ce qu'on se dit. Il y a quelques éléments structurants dans ce webinar et l'objectif après, c'est que ça vous permette vous-même de guider votre réflexion. C'est une autre idée reçue, mais j'ai beaucoup d'entreprises, même de coachs qui viennent me voir en disant: «Ouais, est-ce que tu as pas une méthode standard pour développer les soft skills?» Ça, c'est le truc qui me fait le plus rire parce que vous allez voir, c'est un peu ce qu'on va essayer de déconstruire pendant ce webinar. C'est si les soft skills traitent de l'adaptabilité, et qu'on est d'accord que l'être humain est unique, alors on va assez vite être d'accord que essayer de trouver une boîte à outils parfaite pour développer les soft skills, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que s'il y a pas mal de coachs dans la pièce, moi je vous le dis, vous avez du taf pendant encore un moment. On va en revanche essayer de comprendre un peu mieux le format. Merci, Cynthia, Dorothée, Leïla, tout le monde, je vous invite vraiment à poser vos questions. Moi, j'ai les yeux rivés sur le chat et donc j'intègre vraiment au fur et à mesure. Je trouve que c'est un peu plus dynamique, que si je vous présente, un PowerPoint que j'ai préparé à l'avance. Là, j'ai une idée en tête de ce qu'on va se dire, mais je vous avoue que ça évolue aussi en parallèle. Donc une autre idée reçue, par exemple, c'est on dit: «Les soft skills ne peuvent pas être, évalués». Bah, ça, c'est en fait, c'est faux. C'est compliqué et on va voir pourquoi, parce que ce sont des composantes extrêmement complexes. C'est les soft skills en l'état, c'est sûr que si on cherche à évaluer, par exemple, la créativité à l'état pur, ça va être extrêmement compliqué de l'évaluer à l'échelle. Sur une personne, avec le bon niveau de ressources, le bon niveau de moyens, le bon niveau de technicité, on peut le faire. Si on veut le faire sur 1 million de personnes, notamment, par exemple, en recrutement, bon courage. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une soft skill n'existe pas tant qu'elle n'est pas sollicitée. Si on prend l'exemple de la créativité, on n'est jamais créatif dans l'absolu. C'est par exemple, il y a des gens, ils vont être créatifs sur un terrain de rugby, puis quand on va les mettre dans une salle de classe, ils sont pas créatifs de tout. Puis quand on va les mettre en groupe avec d'autres personnes, dans un cadre informel, ils sont créatifs. On ne réagit pas tous aux mêmes choses. C'est toutes ces composantes, un peu les paramètres
qui permettent de débloquer tel ou tel soft skill qu'on va essayer de comprendre pendant ce webinaire. Donc, alors Dorothée, non, non, c'est pas faux. C'est-à-dire, on peut pas dire que c'est faux parce qu'aujourd'hui, il y a pas de vérité absolue. C'est ça qui est important sur les soft skills, c'est de se dire, il y a pas de règles, il y a pas de normes. Simplement, depuis 200 ans, et ça, c'est important, depuis 200 ans, il y a plein de chercheurs, de philosophes qui écrivent des choses et ça crée un peu une sorte de cadre dans lequel on peut s'inscrire pour éviter de tomber dans un peu des raccourcis qui sont parfois rassurants, mais pas très étayés. Et donc, c'est un peu, moi, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de mon doctorat et que je fais depuis. C'est-à-dire que je creuse tout ce que je peux dans la littérature scientifique pour essayer de tracer un peu un cadre qui nous permette de mieux appréhender le sujet des soft skills. Parce qu'on ne peut pas passer à l'échelle quelque chose qui n'est pas bien délimité. Et donc, ce cadre, en fait, il est à créer encore, hein. Il est à créer. Par exemple, vous voyez, il y a des gens qui me disent: «J'appelle soft skills les compétences humaines parce que les machines ne peuvent pas le reproduire». Bah, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Il y a tout un tas de soft skills aujourd'hui qui peuvent être reproduites, dans une certaine mesure et dans certains cas d'usage par des machines. Mais c'est comme ce qu'on disait avant, c'est une soft skill n'est pas absolue, elle est tout le temps contextuelle et qu'on on s'adapte toujours par rapport à un contexte. On s'adapte pas par rapport à quelque chose d'absolu. Donc, après, on a par exemple les soft skills sont innés et ne peuvent pas vraiment être développés. Donc ça, non, ça c'est terrible de dire ça. On peut tous développer la capacité à s'adapter, sinon globalement, l'évolution nous aurait rayé de la carte depuis très très longtemps. Donc, on est capable de s'adapter, le cerveau humain est capable de s'adapter. Il faut juste comprendre ce qu'on appelle la psychologie et la neuropsychologie du développement humain. Il y a des phases dans le cerveau humain qui créent certaines choses qui sont un peu les lunettes avec lesquelles on voit le monde et plus on attend pour modifier ses lunettes, plus c'est compliqué parce qu'en fait, vu qu'on voit le monde d'une certaine manière, notre cerveau, il n'a pas très envie qu'on le change parce que c'est trop compliqué pour lui. Par exemple, quand on est dans le ventre de sa mère, jusqu'à à peu près les 6 premiers mois de notre vie, nos gènes peuvent évoluer et nos réseaux neuronaux, la manière dont nos autoroutes de l'information dans notre cerveau sont construites évoluent très très fortement. Tout ça, c'est ce qu'on appelle de l'épigénétique et du développement précoce. Donc, en épigénétique, nos gènes, certains de nos gènes évoluent alors même qu'on a été créé. C'est une discipline qui est en émergence, qu'on commence à comprendre. Mais ça permet, par exemple, de développer petit à petit la personnalité. Un élément intéressant là-dessus, quand un bébé a 6 mois, vous pouvez lui parler dans toutes les langues possibles. Son cerveau s'allume comme un sapin de Noël sur un électroencéphalo. C'est-à-dire que c'est globalement, sur une IRM, c'est globalement, vous allez voir que le bébé réagit, en fait. C'est-à-dire qu'il est stimulé par ces sons-là. Quand il arrive à 12 mois, il est plus stimulé très fortement que par sa langue maternelle. Donc, au début, le cerveau est un peu capable de tout et le cerveau agit par spéciation. Et petit à petit, en fait, le cerveau privilégie ce qu'il utilise souvent. Ça, c'est un mécanisme de survie très fort dans le cerveau. Plus vous utilisez un truc, plus le cerveau va se dire: «C'est que ça doit être utile». Et donc si vous arrivez à 12 mois, grosso modo que vous on vous a parlé dans 4 langues différentes, votre cerveau est capable de processer l'apprentissage de ces 4 langues. Donc on voit aussi que dans la notion d'adaptation, il y a aussi une notion de fréquence ou d'importance pour le cerveau de ce qu'on vit. Donc tout ce qui se passe par rapport au développement des soft skills, et on y reviendra parce que pour moi c'est le point le plus important dans le développement des soft skills, est lié à ce qu'on perçoit par nos sens. C'est logique quand on y pense, hein. S'adapter, pour s'adapter, c'est-à-dire changer un peu la manière dont on traite l'information et dont on agit, bah, ça veut dire quand même qu'on a eu le fait, on a reçu le fait que ça change. Et comment est-ce qu'on est capable de savoir que le monde autour de nous est en train de changer ou qu'il y a des choses qui changent par rapport à avant? Bah, c'est parce qu'on le voit, on l'entend, on est capable de le toucher, de le sentir, peu importe, ce sont nos sens. Donc le développement des soft skills passe en tout premier lieu par le développement sensoriel. Ça, première base. C'est tout comme personne vous a appris à marcher ou à parler, vous l'avez fait tout seul. Votre cerveau est capable d'apprendre n'importe quoi à partir du moment où il reçoit la bonne information. Donc, ça, c'est une idée reçue qui est assez fréquente, le côté inné, parce qu'on voit les différences, mais non, c'est simplement qu'on ne place pas le développement de la bonne manière. Clairement, là, ce qu'on est en train de dire, c'est que essayer de développer les soft skills dans une formation Segos en classe, bah, vous pouvez le faire pendant quelques siècles avant que ça marche bien, quoi. J'espère qu'il y a personne Segos dans la boucle. Donc ensuite, les soft skills et la personnalité sont un peu la même chose? Non. Non, et ça, je vais être très clair dessus. C'est une erreur qui est communément pratiquée.
Mais il faut voir que, comme on a dit tout à l'heure, le savoir-être, c'est qu'une partie du sujet. Bah, la personnalité, c'est pareil. Les traits de personnalité, par exemple la curiosité, par exemple notre ouverture à l'expérience. Donc, tout ce qui va relever des traits de personnalité, ça va constituer en fait des composantes des soft skills. Il ne faut pas oublier que les soft skills, ce sont des compétences et les traits de personnalité ne sont pas des compétences. Les traits de personnalité vont entrer en jeu dans la composition des soft skills. Donc ça, c'est très important et on va le voir, en fait, il y a d'autres composantes dans les soft skills. Il n'y a pas que les traits de personnalité, ce qu'on appelle les traits connatifs. On va avoir d'autres facteurs qui vont entrer en litre de compte. Oui, oui, Simon, il y a d'autres OF, mais c'est pas une, en fait, c'est pas une critique. Là, enfin, si, c'est une critique, mais j'invite surtout à repenser l'ingénierie pédagogique du développement des soft skills et faire comprendre que c'est pas le développement des soft skills, c'est pas juste passer de l'info. Mais vous avez raison. Vous avez raison. Donc, en tout cas, pareil, on dit les soft skills ne requièrent aucune connaissance. Bah, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est très souvent, pour pouvoir bien actionner certaines soft skills, c'est important de savoir qu'elles existent, comment on s'y prend, parce que ça peut donner un cadre à notre cerveau pour aider. Parfois, il y a des choses qu'on va faire de manière plus intuitive parce qu'on est câblé, on a été câblé comme ça dans notre développement. Mais quand on veut aider au développement de certaines soft skills, ça peut être très intéressant de poser un cadre, de comprendre ce qu'elle veut dire, d'être en conscience en fait. Parce que tout comme le fait de comprendre que les sensations permettent de développer nos capacités d'apprentissage, c'est important aussi de comprendre que la mise en conscience permet de faire travailler notre cerveau. Donc, la connaissance peut créer de la mise en conscience quand elle est utilisée dans le bon contexte. Donc, quelques autres idées reçues qu'on va passer rapidement. Donc, c'est par exemple, les soft skills ne sont pas du tout enseignés à l'école. Alors là, je suis pas d'accord. Oui, effectivement, on n'a pas mis l'accent dessus, on n'a pas des ingénieries pédagogiques qui sont incroyables, mais on est quand même dans un système, et notamment en France, où sur certains aspects, peut-être involontairement, mais en tout cas, on permet sur toute la dimension, par exemple, cognitive des soft skills. Si on va le voir, il y a plusieurs dimensions dans les soft skills. On a parlé de la partie conative, plus les traits de personnalité, mais il y a aussi la partie, par exemple, cognitive, la partie émotionnelle. Mais sur la partie cognitive, par exemple, à l'école, on développe pas mal d'aspects en lien avec cette partie cognitive. Là où on a des problèmes, c'est dans l'ingénierie pédagogique, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de méthode unique et ce qui va marcher sur un ne va peut-être pas marcher sur l'autre. Et donc, on a mis en place des méthodes pédagogiques sur le développement cognitif qui correspondent à une partie de la population seulement. Donc, mais en tout cas, voilà, il ne faut pas le confondre avec l'intelligence émotionnelle, tout ça. C'est très différent. On va vraiment essayer de comprendre ces composantes. Les soft skills garantissent le succès professionnel. En partie, pas seulement, non, ça se passe pas, c'est pas aussi facile que ça. Enfin, le succès professionnel, ça veut quand même dire être capable de délivrer des choses, faire des choses. Et à un moment donné, c'est les compétences techniques qui permettent de délivrer des choses. Savoir s'adapter, c'est bien, savoir délivrer, c'est mieux. Donc, c'est-à-dire qu'il faut arrêter d'opposer hard skills, soft skills, et il faut les deux. Si on n'a pas les deux, en fait, il est difficile d'être performant dans le temps. Les soft skills sont des compétences comme les autres. Non, ça, on va en reparler. Donc maintenant, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cette fameuse structure interne des soft skills, les grandes composantes dont on parlait tout à l'heure. Donc, une soft skill, on va dire par exemple la créativité ou la communication. Et ben, en fait, il faut comprendre déjà, bon, c'est une compétence, c'est quelque chose qu'on va solliciter pour obtenir un résultat donné. C'est un processus qui se produit dans le cerveau et c'est un processus qu'on va mettre en place quand on en a besoin. Et en fait, ce processus, il va solliciter plusieurs dimensions de notre cerveau. Et quand on regarde la littérature scientifique, philosophique depuis un peu plus de 200 ans, on se rend compte en fait que tous les chercheurs, quelle que soit la manière dont ils le disent, convergent vers ce qu'on appelle, à l'époque de Descartes, la trilogie de l'esprit, the trilogy of the mind. Donc on a Kant, Descartes, on a énormément de grands chercheurs et philosophes qui ont travaillé sur le sujet. Donc la trilogie de l'esprit, elle explique un peu que le cerveau, finalement, on pourrait le résumer à trois grandes dimensions qui sont chacune vraiment très très différentes. Donc la première dimension va être la dimension cognitive, notre capacité à apprendre, à stocker de l'information et à réfléchir. Donc ça, en gros, c'est on reçoit des trucs et on est capable de bien les processer de manière logique, objective, rationnelle, et surtout de le faire vite. Donc là-dedans, ça va impliquer des composantes comme la vitesse neuronale, comme tout un tas de choses. C'est un peu les choses qu'on va bien aimer, par exemple, dans les écoles prépa. Si vous allez en prépa, il faut avoir une vitesse neuronale élevée, il faut avoir des processus cognitifs qui permettent de réfléchir dans l'ordre et tout ça.
Et donc là où c'est pauvre, c'est qu'on ne gère que cette dimension. Alors qu'encore une fois, pour s'adapter, il faut plus que ça. Donc la dimension cognitive, elle est extrêmement importante parce que c'est la vitesse à laquelle on processe l'info et l'objectivité et la rationalité avec laquelle on gère l'info. Et c'est pour ça que dans les soft skills qui utilisent très très fortement l'esprit critique, la dimension cognitive, on va retrouver par exemple l'esprit critique ou la créativité. Parce que c'est important de pouvoir gérer les choses dans son cerveau de manière séquentielle et structurée pour pouvoir créer des raisonnements qui créent de la valeur. Sinon, on est trop victime de ces biais. Donc, les biais qui peuvent être générés par les deux autres dimensions. Bon, déjà, on peut faire des erreurs logiques, ça arrive. Mais après, on a la dimension conative. C'est un terme qui est un peu moins grand public, mais je pense que c'est important de le comprendre. La dimension conative va être liée à tout ce qui touche à nos préférences et nos traits de comportement. Donc, c'est un peu les lunettes avec lesquelles on regarde le monde et on décide d'agir. Ça va être, par exemple, la personnalité, donc l'ouverture à l'expérience, la sociabilité, l'extraversion, tout ça, tout ça. C'est un peu, c'est bon, bah voilà, on s'est développé comme ça on a plus tendance à ci qu'à ça. Il faut rappeler que la personnalité, c'est des tendances de préférence et de comportement. Donc, et on a trop souvent, malheureusement, tendance à confondre ces traits de personnalité avec des soft skills. Alors qu'une soft skill, on peut la développer c'est-à-dire que c'est un mécanisme d'action, alors que le trait de personnalité, c'est les lunettes avec lesquelles on voit le monde. Et en termes d'ingénierie pédagogique, développer l'un ou l'autre, c'est pas du tout la même chose. Et c'est pour ça que je fais vraiment bien la différence. Encore une fois, aujourd'hui, on est sur comment développer les soft skills. Et donc, en fait, dans cette dimension cognitive, on va avoir les traits de personnalité, on va avoir les moteurs de motivation, par exemple, on va avoir les valeurs. Donc, tout ce qui va vraiment nous permettre de créer notre identité. Et gardez bien en tête cette notion d'identité parce qu'elle est extrêmement importante. L'identité, c'est un construit social qui nous permet de nous définir par rapport au reste du groupe et au reste du monde. Et donc, c'est tous ces facteurs cognitifs, heureusement et malheureusement, ils entrent en compte quand on s'adapte. Parce que quand on s'adapte, c'est assez rarement uniquement pour soi-même, c'est aussi par rapport à une perception qu'on a. Et donc, quand on est tout seul, alors, ce que j'ai trouvé intéressant sur les soft skills, to do skills, je ne sais pas ce que ça vaut. Oh, là, je n'ai pas le temps d'aller le regarder maintenant, mais merci beaucoup, Dorothée. J'irai jeter un coup d'œil. Donc moi, je suis, et là pour le coup, je dirais malheureusement, extrêmement critique sur tout ce qui est publié de manière générale sur les soft skills, parce que bien souvent, les sujets sur les soft skills partent pas mal de passion, de trucs qu'on a observés nous en tant qu'être humain, et où on se dit en fait c'est complètement dissonant la manière dont fonctionne notre société parce qu'on sent qu'il y a autre chose derrière. Et le problème, c'est que bien souvent, pour mettre les mots sur cette autre chose, il n'y a pas le niveau de recherche suffisant sur le marché. Donc, moi, je pense qu'on ne peut passer à l'échelle que ce qu'on ne comprend bien. Sinon, on risque de passer à l'échelle nos propres biais et certaines choses qui manquent d'objectivité et de rigueur. Donc, sur cette partie de la conation, c'est un facteur extrêmement important. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, on retrouve des traits de personnalité, des moteurs de motivation, des valeurs. Toutes ces choses-là, c'est hyper important dans les soft skills, mais ce ne sont pas des soft skills. Ce sont des composants, des ingrédients pour faire des soft skills. Et le troisième ingrédient, ça va être tout ce qui va concerner la partie émotionnelle affective. Donc, si je reprends la trilogie de l'esprit de grands chercheurs en psychologie, cognition, conation, émotion. Donc, la partie émotion, c'est vraiment notre capacité à comprendre et percevoir nos émotions, comprendre et percevoir celles des autres, et gérer nos émotions et gérer celles des autres dans le cadre d'interactions. Donc, tout ça, c'est ce qu'on va appeler de manière générale l'intelligence émotionnelle. Et en expliquant ça de cette manière, on voit bien que l'intelligence émotionnelle, c'est l'un des trois grands ingrédients des soft skills, mais ça ne suffit pas à lui seul pour faire d'une soft skill. Et ça nous permet de comprendre que du coup, dans les soft skills, il y a plus que juste ce qui touche à l'émotion ou à la personnalité ou tout ça. Donc ça, je pense que c'est un premier cadre structurant qui peut être assez intéressant pour se dire, OK, ça c'est une soft skill ou c'est juste un ingrédient. Et quand on commence à faire ça, du coup, on commence un peu mieux à ranger tout ce qu'on voit passer. Est-ce que c'est une soft skill ou est-ce que c'est juste une composante potentielle qui peut entrer dans plein de soft skills différentes? Donc ça, c'est la première chose. Après, quand on regarde un peu sur le marché, bah, ça fait des années, des décennies que le marché s'intéresse aux soft skills. Et donc, on a des grands référentiels de compétences. Dans ces grands référentiels, on a ceux qui sont très institutionnels. On va avoir par exemple le référentiel Honnête, O étoile NET. Et donc, ce référentiel Honnête, hop, je vous écris le nom. C'est le référentiel américain.
C'est pour moi celui qui est le mieux tenu à jour au monde, le mieux recherché. Il est extrêmement complet, il a plein d'angles et de portes d'entrée différentes. Il est extrêmement intéressant. En revanche, c'est un truc institutionnel. Du coup, quand vous voulez aller l'utiliser pour faire du recrutement ou pour faire de la formation, bah, c'est pas vraiment possible parce que c'est pas adapté en fait. C'est tellement complexe que finalement c'est pas très très opérationnel. Donc en revanche, il est très intéressant comme base parce que il repose vraiment sur un travail phénoménal de plusieurs milliers de personnes en permanence qui le mettent à jour tous les ans, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc le référentiel honnête, c'est une première base intéressante de référentiel. Ensuite, on va avoir en Europe son équivalent qui est l'ESCO. L'ESCO, qui est encore une fois un référentiel très institutionnel. L'ESCO a une qualité, c'est qu'il est extrêmement détaillé. On trouve plus de 80 000 compétences différentes et tout, donc soft skills et hard skills. La difficulté de l'ESCO, c'est qu'on a essayé de mettre d'accord 27 pays, donc 27 cultures différentes en Europe. Et donc, du coup, ça crée parfois des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, complexes à comprendre par volonté de consensus. Mais l'ESCO est une base extrêmement puissante si elle est utilisée en comparaison avec d'autres. L'ESCO, l'ONET, qui sont pour moi les deux bases de compétences les plus puissantes au monde. Si vous allez voir que si vous creusez les bases qui sont en libre accès, hein, de l'Honnête et de l'ESCO, il faut un petit moment avant d'arriver de les prendre en main. Quand je dis un petit moment, c'est moi avec mes équipes, il nous a fallu 6 mois hein, pour chaque. Donc, et pourtant, on a une équipe d'ingénieurs en création d'ontologie et de référentiel et des chercheurs en psychologie. Donc ensuite, on va avoir l'Hélène for Work E4W, hop, qui est issu d'un projet Erasmus Plus européen, où là, l'objectif, c'était de se dire, on veut juste un référentiel de soft skills. Et donc, ça a été créé par des institutions extrêmement sérieuses partout en Europe. Et sur la première phase, je trouve que le projet était génial. Et puis, en fait, quand ils sont arrivés à la restitution, et ben là, il y a les Allemands qui sont dit, moi, je suis pas d'accord, chez moi, c'est plutôt comme ça. Les Français qui ont dit, c'est plutôt comme ça. Les Espagnols. Et à la fin, on s'est retrouvé avec des trucs hyper génériques, du genre la soft skills leadership, qui ne veut absolument rien dire. Je préfère vous le dire. Leadership est une catégorie, une famille qui regroupe plusieurs soft skills. On va venir après à ces niveaux logiques. Mais du coup, l'Hélène for Work est quand même intéressant parce que il y a eu un gros travail de fond qui a été fait. Et donc, au-delà de la restitution, la matière brute est hyper intéressante à exploiter. Et puis après, on a les grands modèles qui donnent un petit peu l'état des tendances du monde et tout ça. Et donc là, on a ce qu'on appelle le P21. Donc le P21, c'est Partnership for the 21st Century. C'est un projet qui a émergé à la fin des années 90, au départ avec IBM, Cisco, tout ça, les grosses boîtes tech qui voyaient que le monde changeait. Et ça a été repris depuis par l'OCDE et le World Economic Forum. Et donc, c'est par exemple les 4 C, les compétences du 21e siècle, tout ça. L'une des idées reçues, par exemple, concernant les compétences du 21e siècle, c'est que c'est pareil que les soft skills. Moi, j'ai commencé mon doctorat sur les compétences du 21e siècle et puis j'ai fini par comprendre, en fait, que dans les compétences du 21e siècle, donc toutes les compétences nécessaires au 21e siècle, il n'y avait pas que des soft skills. Il y avait des choses qui ne relevaient pas des soft skills. Il y avait des choses qui étaient juste savoir lire, écrire, compter. Ce n'est pas une soft skill. C'est une compétence indispensable qui est critique pour pouvoir se développer dans la vie, mais ce n'est pas une soft skill. Et donc, les compétences du 21e siècle sont toutes les compétences dont on a besoin et dedans, il y en a qui sont les soft skills et notamment les 4 C. Créativité, esprit critique, collaboration, communication. Donc, je vous le mets là. Créativité, esprit critique. Pour ceux qui ont lu mon premier bouquin sur le sujet, les compétences du 21e siècle, que j'avais sorti en 2018, c'est vraiment autour de ces 4 compétences-là que je fais, que je menais tous mes travaux à l'époque, 2017-2018. Depuis, j'ai élargi le cadre des compétences du 21e siècle parce qu'en fait, le problème, c'est que dans les compétences du 21e siècle, il n'y a pas toutes les soft skills. Il en manquait. Donc, j'ai utilisé ça comme un support avec les autres gros référentiels pour pouvoir appréhender le sujet des soft skills plus largement. Parce que ce qui nous intéresse, c'est quand même d'avoir un référentiel exhaustif de soft skills, mais qui soit utilisable en formation, en recrutement, dans tous les cas d'usage qu'on peut avoir en fait. En évaluation, en mobilité interne, donc sur tous ces sujets-là. Là, je vais vous parler un peu du modèle H10 qu'on a développé à partir de tout ça. Donc, on a mis un peu plus de 2 ans et quelques à le développer. On s'est dit, en fait, aujourd'hui, tout le monde crée son référentiel et chacun, en fait, a compris un petit truc dedans qui est hyper intéressant. Mais globalement, chacun a aussi son prisme. Donc, en fait, on a fait comme ce qu'on fait en science quand on veut essayer de résumer un sujet. On a fait une méta-analyse, on a pris tous les grands référentiels de soft skills et à côté de ça, on a fait une grosse étude quali auprès de 900 personnes
pour arriver à comprendre comment les gens étaient capables de s'approprier et comprendre les soft skills. Et avec tout ça, on a mené énormément d'études statistiques et ça nous a permis de créer un référentiel qui s'appelle le référentiel Esther, dont j'ai déjà pas mal parlé, mais aujourd'hui qui arrive à maturité, j'ai frisé. Bon, je suis désolé, je pense que j'ai gelé pendant un moment. Ah, ok, c'est revenu. Merci beaucoup, Leïla, j'avais un doute. Donc, je vais vous partager le modèle Esther. Hop. Donc voilà. Est-ce que vous voyez bien le modèle que je vous présente normalement, normalement oui. Donc ça, voilà, je vous parlais tout à l'heure de niveau logique. C'était en vous disant certaines choses, c'est des ingrédients, d'autres choses, c'est des soft skills. Et en fait, là, je vais encore plus loin. Donc, vous voyez tout en haut les quatre grandes catégories. C'est un peu mon équivalent moderne des 4 C. C'est se dire aujourd'hui, finalement, les grandes catégories de soft skills, ça va être la partie de travail en équipe. Savoir travailler en équipe, c'est la partie leadership qui est de plus en plus importante dans les organisations, la partie pensée critique et en fait la partie amélioration continue qui, dans le monde du coaching, on en est très conscient, mais dans le monde des soft skills, bah, c'est un petit peu flou encore ce que c'est censé signifier. Et vous voyez par exemple il y a donc dans ces quatre catégories, on peut mettre 10 soft skills qui sont vraiment ces fameuses compétences qu'on doit développer. Donc, pour vulgariser, les quatre catégories, c'est très bien. Pour vulgariser au grand public, on dit voilà, c'est important de travailler, de développer le travail en équipe, le leadership, la pensée critique, l'amélioration continue. Mais quand on veut commencer à bosser avec ces sujets-là, on va s'intéresser plutôt au niveau des 10 soft skills. Et donc, dans les 10 soft skills, on le voit, travail en équipe, c'est principalement communication, collaboration. Donc, c'est savoir échanger de l'information et savoir créer de la valeur à plusieurs. Et donc, vous voyez, à chaque fois, paf, on a des soft skills comme ça pour les catégories. Et en fait, ce qu'on a vite compris, c'est que ce niveau-là ne suffisait pas pour aller sur de l'évaluation ou du développement de soft skills. Ça pouvait suffire pour faire de la stratégie d'entreprise, des grandes politiques, pour pouvoir en fait commencer à bien réfléchir sur les sujets, même se dire je veux développer cette année le processus créatif ou quoi que ce soit chez les gens. Quand on voulait opérationnaliser, il fallait aller plus loin. Donc, à partir de toutes ces études qu'on a faites, qui reprennent tout ce que vous voyez là, ces fameuses 22 métacapacités, en dessous, vous voyez 39 capacités de base. Et ben, ces 39, vous les retrouvez systématiquement dans l'un des grands référentiels mondiaux, que ce soit l'ONET, les Lead for Work, tout ça. Donc, on a voulu créer un référentiel qui est rétro-compatible avec les grands référentiels mondiaux. C'était là tout l'enjeu et le challenge. Arriver à faire quelque chose qui soit utilisable et compatible pour ne pas réinventer la poudre. Et donc, on a ces 22 métacapacités, qui est vraiment pour moi le niveau opérationnel sur lequel on peut travailler. Par exemple, la communication, bah, c'est l'écoute active, l'expression orale. La partie qu'on ne met pas ici, c'est les ingrédients dedans. Je vais vous montrer un petit peu après à quoi ça ressemble. C'est-à-dire, par exemple, dans l'écoute active, quelle proportion on a de cognitif, quelle proportion on a de conatif, quelle proportion on a d'émotionnel. Donc ça, on ne le met pas parce qu'on n'a pas les études scientifiques aujourd'hui pour pouvoir mettre des ratios là-dessus. C'est mon objectif des 10 prochaines années, c'est arriver à comprendre très précisément les ingrédients de chaque métacapacité, de chaque soft skills. Donc, je vous en reparlerai et on bosse avec l'AFNOR là-dessus. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a développé, par exemple, pour chacune de ces métacapacités, des niveaux. Parce que l'écoute active, être capable de gérer de l'écoute active, c'est pas pareil qu'être capable de gérer de l'écoute active à un niveau très, très avancé. Et donc, c'est-à-dire que ça ne se traduit pas de la même manière en termes de comportement, et donc ça ne s'évalue pas pareil et ça ne se développe pas pareil. C'est pour ça que le sujet des soft skills est très, très compliqué à faire émerger en tant qu'industrie, parce que vous voyez toutes les variables, toutes les composantes qu'il y a dans ce qu'on se dit, c'est à chaque fois, il y a un sous-niveau, de sous-niveau, de sous-niveau, et ça a l'air pratiquement infini. Donc, si vous voulez faire une capture d'écran de ce truc, allez-y parce que je vais arrêter le partage. Je vous laisse 5 petites secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Paf. Allez, j'arrête le partage. Et on va passer maintenant à un élément qui pour moi est très important sur comment développer les soft skills. Là, on a parlé un petit peu de ce qu'étaient les soft skills, leur structure. Et après, du coup, on s'est dit, OK, on a compris ce que c'est, on a compris les composantes. Et du coup, on peut aller chercher
un petit peu à chaque fois les meilleures pratiques sur le marché pour développer ça ou ça, et on voit bien qu'il n'y a pas de méthode absolue. Parfois, le coaching va être très bien, pour d'autres fois, ce sera peut-être autre chose. Et donc, on va parler des conditions de développement des soft skills, les conditions intrinsèques. C'est un truc qui est assez évident en psychologie, mais qui n'est pas forcément évident dans les organisations. Euh, le cerveau ne peut pas apprendre sainement s'il n'est pas en situation de sécurité psychologique. Quand on n'est pas en situation de sécurité psychologique, on apprend, mais on développe à côté de ça des mécanismes de défense. Et donc, finalement, tout le bien qu'on acquiert, il est contrebalancé par beaucoup de biais, de choses qui vont nous faire du mal dans l'avenir. C'est un peu comme si on faisait un crédit sur l'avenir quand on s'adapte dans une situation d'insécurité psychologique. C'est des choses ce qui nous empêcheront d'apprendre d'autres choses. Donc c'est très, très déconseillé. Et pour pouvoir en fait être en situation de sécurité psychologique, il faut augmenter sa capacité à avoir une zone de confort. Et ça, en psychologie, on comprend en fait qu'il y a trois paramètres fondamentaux pour l'acquisition de toute forme de compétences de manière saine et durable. Donc, Cynthia, je prends ta question juste après. Alors, ne faut-il pas ressentir, non, je la prends maintenant parce qu'elle est intéressante quand même. Ne faut-il pas ressentir le besoin individuel pour vouloir faire émerger de nouvelles compétences? Tout à fait. Et en fait, Cynthia, par rapport à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, ça, tu peux le mettre dans la dimension conative, c'est-à-dire nos moteurs de motivation, nos valeurs et notre personnalité déterminent en fait notre envie et notre tendance à vouloir évoluer, à rechercher d'autres choses. Donc c'est une dimension. C'est quelle responsabilité de la part de l'entreprise et du collaborateur. Ben, le collaborateur, en fait, il faut on a vu tout à l'heure dans le modèle, il y a une partie développement de soi. Ça doit faire partie en fait du contrat de base de chercher à s'améliorer en permanence. C'est là ce qu'on va voir après, c'est comment le faire en situation de sécurité psychologique pour que ça ne devienne pas une contrainte qu'on vit mal. Mais il doit y avoir cette envie déjà de vouloir se développer en permanence, l'amélioration continue. Et la responsabilité de la part de l'entreprise, là on arrive dans des eaux un peu mouvantes parce que vous voyez de tout ce qu'on s'est dit qu'il y a des dimensions des soft skills qui sont quand même quelque chose d'assez personnel, hein. Et on voit que ça casse un peu une frontière entre le pro et le perso. Il y a certaines choses, on voit sur les facteurs cognitifs ou émotionnels, bah, parfois pour les régler, oui, ça passe par le coaching, mais parfois ça passe pour la thérapie. C'est pas la place de l'entreprise de s'occuper de ça. Et donc, pourtant, certaines soft skills seront complètement bloquées dans leur développement parce que sur l'aspect cognitif ou émotionnel, le collaborateur aura des blocages qu'il ne pourra pas lever autrement. Donc là, la responsabilité de la part de l'entreprise, c'est peut-être essayer de faire prendre conscience au collaborateur, de l'aider, de l'accompagner positivement. Pour le reste, après, je pense qu'on est dans une économie qui segmente encore trop la performance avec le fonctionnement du cerveau. Les deux sont intimement liés. Et là, sur la partie sécurité psycho, on le comprend bien. Donc, je disais, il y a trois grandes dimensions qui permettent au cerveau en fait, d'apprendre dans de bonnes conditions. Estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. Il est impossible de développer sainement et durablement des compétences et des capacités d'adaptation si on ne développe pas d'abord l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et là, je suis sûr qu'il y a tous les coachs qui ont youpi, waouh, c'est vrai, c'est génial. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire en faisant votre métier, il y a quelque chose que vous avez vraiment compris et sur lequel vous apportez beaucoup de valeur, c'est cet aspect-là. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on le relie. Euh, Merci Catherine. Donc, ce qui est important, c'est comment on le relie en fait au sujet des soft skills. Donc, l'estime de soi, c'est la conviction qu'on a de la valeur. La confiance en soi, c'est la capacité qu'on peut utiliser cette valeur. Et l'affirmation de soi, c'est les compétences nécessaires pour utiliser cette valeur. Et donc, ces trois dimensions, elles sont vraiment critiques à travailler avant tout le reste. Quand vous êtes en fait avec une forte estime de vous-même, vous vous sentez beaucoup moins souvent menacé. Quand vous vous sentez beaucoup moins souvent menacé, vous ressentez moins le besoin de vous protéger et donc vous pouvez plus ouvrir vos écoutilles. En ouvrant plus vos écoutilles, vous captez plus d'informations et de sensations, comme ce qu'on a dit tout à l'heure. Votre cerveau processe mieux, se développe, acquiert de nouvelles connaissances, des nouvelles capacités, puis des nouvelles compétences. Donc c'est vraiment un processus, mais c'est un petit peu ne pas chercher à développer dans le développement des soft skills, ne pas chercher à développer d'abord estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi. C'est comme se dire, je vais construire un immeuble de 100 étages sur un marais.
Bah, pour le faire, il y a besoin de fondations sacrément solides. Et c'est estime de soi, confiance en soi, affirmation de soi, ce sont ces bases. Donc, moi, ces dernières années, on a pu m'entendre critiquer parfois l'industrie de la formation, parfois l'industrie du coaching, parfois les organisations. Et en fait, je suis d'accord avec leur positionnement à chacun sur ce qu'ils font, ces critiques. Le problème, c'est que tout ça n'est pas coordonné. Il y a des phases avec lesquelles il faut faire des choses. Et donc, est-ce qu'on n'apprend pas en nouvelle situation? Est-ce qu'on n'apprend pas en nouvelle situation, donc pas en zone de confort? Si, 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 Leïla. Alors, bien sûr, hein, je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est quand en fait, la zone de confort, enfin, le principe de la zone de confort, il y a un peu trois cercles concentriques. On a la zone de confort dans laquelle, en fait, on est très bien et finalement, du coup, on évolue assez peu parce que la zone de confort et la sécurité psychologique, c'est un petit peu différent. Donc, c'est-à-dire, on peut sortir de sa zone de confort et se sentir psychologiquement en sécurité. Le truc, c'est à quel point on sort de cette zone. Le deuxième cercle, ça va être vraiment la zone, ça va être un peu la zone frontière. Donc c'est là où on sort, on se met un petit peu en risque, mais globalement, ça va, on n'est pas trop en danger. Et puis après, il y a le total inconnu où là, on flippe un petit peu quand même, voire beaucoup, et qui peut en fait faire en sorte que l'aspect émotionnel prenne le dessus. Donc, dans sa zone de confort, on apprend assez peu parce que finalement, on a assez peu à s'adapter. C'est comme si vous êtes dans l'océan, le prédateur, et qu'il n'y a jamais de nouveau prédateur qui arrive, comme le requin. Et ben, ça fait que pendant 60 millions d'années, vous n'avez pas besoin d'évoluer. Là, tout ce dont on parle, c'est de l'évolution classique, hein. Donc, sur cette notion de zone de confort, c'est en fait mon point, c'était de dire que plus on a travaillé sur l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi, plus cette zone de confort est grande, mais surtout, plus le cercle d'après, c'est-à-dire la zone frontière, est très très grand. Parce qu'on peut se permettre d'aller très très loin et on ne se sent pas en danger. Et c'est dans cette zone-là qu'on apprend le plus, alors que dans l'autre zone, on se met un peu en sécurité. Donc c'est très très important d'arriver à se sentir en sécurité. Donc là, on voit, il nous reste 5 grandes minutes. Donc, sur ces conditions de développement, je ne vais pas aller beaucoup plus loin aujourd'hui. Mais pour moi, c'est vraiment, j'ai besoin que vous reteniez que c'est l'aspect le plus important du développement des soft skills. Une ingénierie pédagogique qui ne prend pas ça en compte pour le développement des soft skills n'est pas une bonne ingénierie pédagogique de soft skills. Et c'est pour ça que j'ai tendance à critiquer les OF, les organismes de formation qui font de la formation classique, parce qu'en formation classique, on met assez peu l'accent. On ne se dit pas, bah, tiens, est-ce que dans ma formation, j'ai un crible qui me dit développement de l'estime de soi, check, machin, check. Non, on s'intéresse plutôt à ce qu'on veut développer directement. Donc, ces prérequis sont critiques. Donc, sur le cadre, je reviens un peu sur le cadre pédagogique qui nous permet de développer les soft skills. Et tout à l'heure, donc, je vous parlais de trois grandes dimensions qui forment la trilogie de l'esprit. Et là, je vais en rajouter une petite quatrième. Je partage avec vous un dernier visuel. Hop, voilà, qui est celui-là. Donc, c'est une estimation a priori, hein, c'est-à-dire que là, on n'a pas eu le temps de faire une étude scientifique. Donc, ce qu'on a fait, c'est une étude par protocole d'experts, c'est-à-dire que on a 5 chercheurs en psychologie qui se sont réunis autour d'une table pour évaluer un peu le lien entre ces deux construits. D'un côté, conation, émotion, cognition, et de l'autre côté, les grandes soft skills du modèle H10. Et en fait, là, c'est un peu pour essayer d'évaluer à quel point chacun pèse dans la soft skills. Par exemple, on voit qu'en écoute active, la conation, donc un peu la personnalité, les valeurs, tout ça, c'est extrêmement important. Parce que d'une part, ça peut directement définir la quantité d'infos qu'on capte, si on est distrait, si on est machin. Et d'autre part, ça peut aussi complètement déformer l'info qu'on capte, suivant nos valeurs et tout ça. Donc, quand on va développer l'écoute active, on va devoir tenir compte de ça. On se dit, OK, l'écoute active, c'est extrêmement conatif. Donc, dans la manière de développer l'écoute active, je veux vraiment prendre en compte la personnalité toute la partie valeur et tout ça, pour faire comprendre à la personne que ça risque de la bloquer. Donc voilà, bon, on a l'exemple un peu partout, un peu partout. Dans le bouquin, on détaille ça beaucoup mieux. Et donc, quand on veut faire de l'ingénierie pédagogique de soft skills, c'est important de commencer à parler des ingrédients et de comment dans notre intervention, dans notre ingénierie, on va devoir mettre l'accent sur telle ou telle chose. Il n'y a que comme ça qu'on peut passer à l'échelle de l'ingénierie pédagogique des soft skills. C'est en comprenant pour chaque soft skills où est-ce qu'on doit mettre l'accent. Et pour ça, en fait, il faut vraiment avoir un cadre de référence.
Donc, moi, je finirais avec un peu tous les travaux sur l'organisation apprenante, parce que là, on peut créer une ingénierie de développement des soft skills, mais de manière générale, c'est quand même au quotidien que ça va se passer. C'est quand même là qu'on a le plus, enfin, moi, je suis pour le développement sur le tas, en action, en mise en situation. Et donc, on peut faire des choses comme des formations, du coaching, mais on voit bien que ça, ce sont des choses qui permettent de cranter, de structurer, mais c'est quand même au quotidien que ça se passe. Et donc, il y a tout un tas de règles qui sont nécessaires pour qu'une organisation favorise la sécurité psychologique, développe l'estime de soi, la confiance en soi et l'affirmation de soi. Et donc, permettre de créer un cadre où les gens n'ont pas peur de prendre des risques. Donc, il y a 10 grands critères et je vais terminer là-dessus parce qu'après, je vais me faire kicker. Donc, le premier grand critère, c'est le droit d'itérer pour réussir. Bon, voilà, ça doit être un principe de leadership et un principe managérial. C'est OK, vas-y, test et essai-erreur, ça, c'est un truc qu'on entend beaucoup parler, plus facile à dire qu'à faire. Ensuite, une gouvernance participative est utile. Pourquoi? Parce que si les personnes, en fait, se sentent, pas assez considérées, les facteurs de frustration cognitive, donc tout ce qui va toucher à nos valeurs, à notre personnalité, vont faire que ça va nous mettre en situation plus d'opposition, voire de retrait. Et donc, ça favorise pas le développement et l'acquisition d'informations. On va plutôt chercher à contrer le système dans lequel on se trouve. Donc, un, itérer pour réussir, gouvernance participative. Un système d'information qui soit actif, c'est-à-dire il faut que l'info circule, il faut qu'on cherche à comprendre et pas seulement à faire des process. Donc ça veut dire aussi, ça veut dire des post-mortem, ça veut dire être capable de parler des sujets. Et aujourd'hui, dans les entreprises, vu que les réunions, 95 du temps, servent uniquement à passer de l'info, ben, on n'a plus le temps pour faire des choses réflexives et utiles. Donc un système d'information actif et réflexif. Donc ensuite, des mécanismes intelligents de contrôle et de mesure de la perf. Ça, c'est pareil, c'est on n'améliore que ce qu'on mesure. Donc, le partage et les échanges au cœur du quotidien, formels et informels, mais pour créer un sentiment de sécurité collective continu. Ça ne se crée pas qu'une fois, ça s'entretient. Le côté rémunération flexible, ça, c'est des choses, ça se discute, mais en tout cas, c'est ce qui ressort globalement des études, c'est que la rémunération liée à de la création de valeur, ça a tendance à jouer sur les facteurs cognitifs, et donc ça peut être un plus si c'est bien fait. Donc, l'import d'informations collectées depuis l'extérieur. Rien de plus dangereux pour une organisation, et ça, on l'a vu dans beaucoup d'entreprises libérées qui reposent sur beaucoup de dogmes, parce qu'elles ont leurs croyances, elles ont leurs pratiques, ça marche, mais en s'ouvrant peu à l'extérieur, très vite, ça devient un peu comme un culte, où finalement, ça crée plus de mal que de bien, parce qu'on se renferme sur soi, persuadé qu'on a la vérité, qu'on ne peut pas aller voir ailleurs. Donc ça, c'est assez problématique. L'apprentissage croisé, du coup, c'est le même principe. On prend de l'info de l'extérieur, mais on prend aussi des bonnes pratiques, des retours d'expérience. Donc l'incitation interne au partage et à l'enseignement, tout le monde devrait avoir le droit de partager, pas juste les prétendus sachants. Et en fait, la liberté de se développer par soi-même. Donc c'est laisser du temps pour ça et mettre en responsabilité pour que les gens se développent. On le comprend, il y a un boulot à faire sur les collaborateurs qui est vraiment et les aider à cranter ces sujets d'estime de soi, tout ça, mais au quotidien, ça s'entretient avec des règles dans l'organisation. Quand vous intervenez, que vous soyez organisme de formation, coach ou en entreprise sur la partie RH ou quoi que ce soit, c'est posez-vous la question de ce qui se joue au niveau individuel, ce qui se joue au niveau collectif, c'est là qu'il faut mettre les efforts. Et pour le reste, j'ai envie de dire, on est sur un marché extrêmement riche où les pratiques sont documentées depuis des siècles littéralement. On a fait un exercice qui est de comprendre toutes les méthodes et techniques pédagogiques innovantes. Et en fait, ben, les plus innovantes datent d'il y a 2 siècles, voire près de 2000 ans, plus de 2000 ans. Donc, il y a pas besoin de réinventer la poudre. Toutes les techniques pédagogiques existent dans les méthodes pédagogiques. Techniques pédagogiques, par exemple, classe inversée, etc. Méthode pédagogique, ça rassemble des techniques pédagogiques autour d'un dogme. C'est par exemple Montessori, Freinet, tout ça. Donc, dans le bouquin, on détaille bien les différentes techniques pédagogiques, les différentes méthodes qui utilisent les techniques. Et on voit qu'à chaque fois, en fait, le meilleur moyen de développer les soft skills, une fois qu'on a créé ce cadre individuel et collectif, c'est de mixer les techniques pédagogiques dans une méthode qui ne soit pas dogmatique. Donc, je vais être obligé de m'arrêter là. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur ce qu'on a vu, sur le modèle Esther, sur tout ça, on est en train de travailler avec l'AFNOR pour en faire la première norme française des soft skills, voire norme plutôt comme un lexique à ce stade, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut déjà avoir un langage commun sur ce que ça veut dire quoi les soft skills, c'est quoi les définitions qu'on peut mettre derrière, quel terme français on peut utiliser. À partir du moment où on aura tous un langage commun, on commencera à avancer dans le même sens. Donc cette norme-là, elle verra le jour dans plus d'un an. C'est très long de normaliser, mais ça permettra d'avoir un premier langage commun et après, on aimerait lancer dans les années à venir des travaux sur quelles sont les meilleures pratiques pour développer les soft skills, sachant que, rappelez-vous ce qu'on s'est dit,
l'humain est unique et ce qui va marcher pour l'un ne marche pas sur l'autre. Et donc, des bonnes pratiques ne doivent pas devenir des process ou des règles. Une bonne pratique s'adapte toujours au contexte. Donc, je vais vous laisser là. On a dépassé de quelques minutes. Je vous remercie beaucoup, beaucoup pour votre écoute. C'était assez court, 45 minutes, beaucoup d'infos. Donc, tout ce qu'on s'est dit là, c'est dans le livre et même plus. Je vous invite aussi à me suivre sur LinkedIn. Aujourd'hui, j'ai une boîte qui est dédiée au sujet de la valorisation du capital humain par la science et par la technologie, qui s'appelle Tomorrow Theory. Et donc, globalement, je poste très souvent là-dessus sur comment la science et la technologie peuvent nous aider à passer à l'échelle d'identification et de développement des soft skills. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très, très bonne journée et je vous dis, bah, j'espère à tous, à très bientôt.